Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Morandini vient d'être définitivement condamné pour corruption de mineurs. Et sur le plateau de Pascal Praud, c'est plutôt la corruption de l'info qui règne. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mercredi 14 janvier et hier, sur CNews, Pascal Praud a encore dit un truc raciste. Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Vous voyez, et c'est important de le dire. Parce que c'est pas facile pour les policiers. Ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois même les convictions ou les origines. Oui, puis même les convictions, les valeurs. Et ils font leur job, les policiers. Et croyez-moi, c'est pas facile pour eux. Et c'est ça qu'il faut dire, parce qu'il y a de la violence, bien sûr, qu'il y a de l'agacement, il y a de l'énervement quand on est comme cela sur place. Donc là, on a un Pascal Praud qui trouve important de souligner que les policiers, en réalité des gendarmes, mais on ne va pas chipoter, font leur boulot, même face à des blancs, en l'occurrence des agriculteurs mobilisés sur l'A64 dans le sud-ouest. Déjà, c'est très problématique en soi, mais ça ne s'arrête pas là. Selon lui, ça ne serait pas facile parce que tout ce petit monde partagerait des convictions, des valeurs, voire carrément des origines communes. Non, parce qu'en plus d'être éditorialiste star de tous les médias réac, il est aussi médium à ses heures perdues. En un coup d'œil, il sait ce que les gens pensent, d'où ils viennent et même quel sang coule dans leurs veines. Et tout ça sans boule de cristal. On applaudit. La séquence a évidemment beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. De nombreux élus et responsables de gauche ont fait part de leur indignation. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, dénonce une extrême droite totalement décomplexée qui ne masque plus rien du fond de sa pensée. Pour le sénateur communiste Yann Brossa, toutes les frontières de l'ignominie sont franchies. Il estime que CNews est devenu un dépotoir. Ses propos sont d'une violence raciste inadmissible, dit quant à elle Mathilde Panot, la présidente de groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Elle rappelle au passage que la chaîne est la propriété du milliardaire qui souhaite mener un combat civilisationnel. Je la cite. Pour ceux qui n'ont pas la ref, elle parle évidemment de Vincent Bolloré. Tous disent leur intention de signaler cette séquence à l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, ainsi qu'au procureur de la République au titre de l'article 40 de la procédure pénale. Selon l'UMA, depuis sa création en 2017, CNews a écopé de 49 rappels à l'ordre de l'Arcom et de 8 sanctions financières. C'était d'ailleurs encore le cas le 30 décembre dernier avec une mise en demeure de l'Arcom, c'est le niveau juste au-dessus de la mise en garde, qui pourrait à terme donner lieu à une nouvelle amende pour la chaîne. En cause, 2 séquences pouvant, je cite, inciter à la discrimination. Et vous n'allez jamais deviner envers qui. Les personnes immigrées, évidemment. Quelle surprise, on tombe des nues. Toujours est-il qu'hier, voyant le lait déborder de la casserole après ses déclarations, Pascal Praud a tenté de calmer le jeu, enfin plutôt de se dédouaner. Vous connaissez la chanson, c'est pas de sa faute, c'est les autres qui lui en veulent. Sur X, il écrit « Stop à la polémique, place à la vérité. Certains veulent instrumentaliser une séquence sortie de son contexte pour me faire dire l'exact contraire de ce que j'ai exprimé à l'antenne. Quelques secondes avant de diffuser ces images, nous rapportions les propos d'Assa Traoré qui, jeudi, dans un débat organisé à l'Assemblée nationale, accusait la police de racisme systémique. J'ai souligné, avec ce face-à-face entre agriculteurs et forces de l'ordre, qu'il n'en était rien. Les policiers font leur travail, quelle que soit la couleur de peau des uns et des autres. Bon, alors déjà, c'est mal parti parce qu'il y a au moins un mensonge dans l'énoncé. La séquence serait donc, d'après Pascal Praud, sortie de son contexte puisqu'elle ferait référence aux propos d'Assa Traoré diffusés, je cite, quelques secondes avant.
Alors en fait, quand on fait le calcul, c'est 9 minutes avant, pas que je me sois tapé l'intégrale de l'émission du Grand Manitou de CNews. Non. C'est le service de fact-checking de Libé qui s'est sacrifié à ma place, et d'ailleurs je les remercie. Mais alors, elle dit quoi exactement Assa Traoré ? Je vous propose de regarder et d'en reparler ensuite. Cette déshumanisation, aujourd'hui, fait aussi partie de notre combat, et de dire que n'importe quel citoyen français ou n'importe quelle personne en France ne mérite pas de mourir parce qu'elle a juste croisé des forces de l'ordre. Et pour tout à l'heure, vous disiez, est-ce que la police tue ? Moi, j'ai envie de dire que mon frère est mort le 19 juillet, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Et les expertises vont dire que s'il n'avait pas croisé les gendarmes, Adama Traoré ne serait pas mort. Et je pense que toutes les personnes qui vont mourir sont des personnes de couleur, noires et arabes. Et il est important de sortir de là, que le racisme de ces institutions soit reconnu, et comment on fait en sorte qu'on ait une police propre, on ait une police qui puisse nous protéger, et qu'on puisse arrêter tous ces morts. Alors on le rappelle, Assa Traoré, c'est la sœur aînée d'Adama Traoré, mort après une interpellation par les gendarmes. Depuis près de 10 ans, elle lutte contre le racisme et les violences policières, notamment via le comité Vérité et Justice pour Adama, qu'elle a elle-même fondé. Et la séquence qu'on voit diffusée sur CNews, elle est tirée donc d'un débat, elle est bien organisée à l'Assemblée nationale, intitulé « Face aux violences de la police et de la gendarmerie, comment faire respecter la déontologie ?» Assa Traoré dénonce donc un racisme systémique au sein des forces de l'ordre. Rien de très révolutionnaire, elle est loin d'être la première à le faire. En 2023, après le meurtre de Nahel, l'ONG Amnesty International a appelé la France à reconnaître le racisme systémique dans le maintien de l'ordre français. Il y a même tout juste 6 mois, en juin 2025, la défenseure des droits a publié un rapport qui met également en avant la persistance de discrimination à l'occasion des contrôles d'identité et de dépôt de plainte, en France toujours. Cette étude, elle met en lumière une surreprésentation de certains profils, notamment les hommes jeunes, perçus comme noirs, arabes ou maghrébins, dans les contrôles d'identité. Ces derniers auraient jusqu'à 4 fois plus de chances d'être contrôlés et 12 fois plus de chances de subir un contrôle dit poussé, comprenez une fouille approfondie, que le reste de la population. Et ce phénomène n'est pas nouveau. Déjà en 2007-2008, le CNRS arrivait aux mêmes conclusions, estimant que les contrôles de police étaient guidés davantage par l'apparence que par les comportements observés. En 2023, d'ailleurs, le Conseil d'État a reconnu l'existence en France, de contrôles de police discriminatoires fondés sur les caractéristiques physiques associées à l'origine réelle ou supposée de la personne, et que ces pratiques n'étaient pas limitées à des cas isolés. Alors, sans pour autant prendre de mesures, évidemment, il ne faut pas pousser, mais toujours est-il que si ce ne sont pas des cas isolés, alors on peut légitimement dire que c'est un phénomène systémique. Sauf chez Pascal Praud, évidemment. Pour lui, 30 secondes d'image où quelques gendarmes repoussent mollement, il faut le dire, des agriculteurs blancs, ça suffit à démontrer les travaux des sociologues et des chercheurs spécialistes de la question. Alors, il aurait au moins pu faire l'effort de s'appuyer sur des images de gilets jaunes blancs, eux aussi, qui se prennent des coups de matraque, histoire de donner un peu de crédit à sa théorie fumeuse. Avec les mobilisations des agriculteurs, et particulièrement celles organisées par la coordination rurale, il est apparu assez nettement que tous les manifestants de ce pays ne sont pas soumis aux mêmes règles du maintien de l'ordre, et vraisemblablement, il semble bien plus difficile aux forces de l'ordre de taper sur certaines personnes que sur d'autres. Quand c'est un cortège d'écolos à Sainte-Soline, c'est la débauche de violence et d'appel au meurtre. On sort l'artillerie lourde et on défouraille comme sur un champ de bataille. Et on parle même pas, évidemment, des banlieues ou des territoires d'outre-mer, ces véritables laboratoires du maintien de l'ordre, où toutes les pires horreurs ont été testées depuis des décennies. La moindre manif palestine, également, se termine systématiquement avec grenades et lacrymos, même lorsqu'elle est statique et nassée par un cordon policier, comme on l'a déjà vu, pour ne citer qu'elle, à République à Paris. La France, évidemment, se vante sans cesse d'une tolérance zéro et de sa gestion musclée des mobilisations sociales. Mais alors, subitement, c'est tout doux et tout gentil. Alors, soit le logiciel a changé
pour tout le monde, et c'est super, mais j'ai quelques doutes quand on voit comment la Confédération paysanne s'est faite réprimer la semaine dernière à Paris, Confédération paysanne étant un syndicat plutôt affilié à gauche, n'est-ce pas ? Soit le logiciel s'adapte en fonction des personnes, des origines et des idées, et là, ça craint, mais j'imagine que les nombreuses sorties racistes des agriculteurs de la coordination rurale, syndicat proche de l'extrême droite, n'ont rien à voir là-dedans. Non, les policiers sont pas au bon endroit. Voilà, ils sont pas au bon endroit, les policiers. Les policiers, c'est derrière le périphérique. Moi, je les foutrais partout dans les banlieues, partout à mettre de l'ordre. Rien à voir non plus avec les études qui démontrent que les forces de l'ordre ont de plus en plus tendance à voter à l'extrême droite. Tout ceci n'est évidemment qu'un hasard, probablement, et qu'on ne vienne pas me dire que les agriculteurs sont gentils et non violents, contrairement aux autres. On a déjà démonté cet argument dans le récap, et si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez essayer de foncer sur un barrage policier ou de sortir une tronçonneuse en manif. Il y a des chances pour que ça finisse très mal pour vous. Au final, Pascal Praud a raison de le souligner. La police ne traite pas tous les concitoyens de la même manière. Elle trie selon la couleur de peau, selon les origines supposées, selon les idées défendues. Le devoir de réserve est désormais relégué au rang de souvenir administratif. La neutralité de l'État est sacrifiée et l'égalité devant la loi devient un slogan creux. Ce que Praud expose comme une preuve de professionnalisme est en réalité un aveu glaçant. Le maintien de l'ordre n'est qu'un rapport de force politique. Certains cortèges sont tolérés par le pouvoir, d'autres sont écrasés. Certains corps sont ménagés, d'autres considérés comme jetables et donc mutilés sans vergogne. Et quand cette logique est assumée en prime time, ce n'est pas une simple polémique, c'est la normalisation d'une police à deux vitesses et donc d'une démocratie à l'agonie. Et avant de passer au reste de l'actu du jour, le média a un message pour vous. Vous le savez, depuis plus de 8 ans, nous tenons bon dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses écrivent, enquêtent, filment, montent. Chaque jour, ils et elles mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors si vous le pouvez, aidez-nous à continuer à vous informer et à créer un paysage audiovisuel plus juste, plus social et plus solidaire. Abonnez-vous ou faites un don aux médias. Toutes les infos sont sur notre site internet et grâce à vous, le combat pourra continuer. On continue avec un point sur les mobilisations agricoles, justement. Hier soir, le gouvernement a annoncé la préparation d'un projet de loi d'urgence dont la présentation est prévue en mars. Ce texte devrait traiter plusieurs sujets mis en avant par certains agriculteurs, comme l'eau, la prédation ou encore les moyens de production. Comme je l'avais écrit dans ma lettre aux agriculteurs, la souveraineté agricole ne peut être qu'un slogan, c'est une responsabilité nationale et elle appelle des décisions et des actes, publie sur X le Premier ministre français. Suite à ces annonces, les tracteurs de la FNSEA et des jeunes agriculteurs arrivés à Paris la veille ont passé la nuit devant le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale, avant de quitter la capitale au petit matin. De son côté, la Confédération paysanne dénonce la différence de traitement de la part de l'État entre les représentants de la FNSEA et ceux de son syndicat. Interrogé sur BFM TV, Thomas Gibert, un des porte-parole de la Confédération paysanne, souligne que les annonces gouvernementales sont totalement déconnectées des raisons de la colère agricole. Encore une fois, le Premier ministre ne fait pas une réponse aux agriculteurs, mais à la liste du Père Noël apportée par la FNSEA, sans répondre aux problématiques de l'élevage et de revenus, fustige Thomas Gibert. Le porte-parole rappelle que cette colère trouve son origine dans la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire liée à la dermatose nodulaire contagieuse, ainsi que dans l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. À Paris, une soixantaine
quinzaine de membres de la Confédération paysanne a occupé le ministère de l'Agriculture cet après-midi. Un groupe a même pu s'introduire à l'intérieur du bâtiment, tandis qu'un second s'est fait nasser devant le ministère. Ma collègue Lisa Lapp était sur place pour filmer l'action et a été violemment repoussée par les forces de l'ordre de l'autre côté de la rue. Lisa a été empêchée de rester dans la rue, complètement bouclée, même pour les journalistes. La Brave est ensuite intervenue pour évacuer le ministère. Juste avant l'arrivée des forces de l'ordre, les manifestants ont pris la parole pour exposer les raisons de leur présence. On les écoute. On voit qu'il y a clairement un deux poids deux mesures, puisque hier, la FNSEA est arrivée avec ses 350 tracteurs, a pu défiler tranquillement, a pu se mettre devant l'Assemblée nationale, reçue en grande pompe par Yael Braun-Pivet, par le Premier ministre. Et nous, encore une fois, à chaque fois qu'on se mobilise, tout ce qu'on obtient, c'est de la répression. Ça montre une chose, ça montre deux choses. Cette cogestion insupportable, responsable de la situation dans laquelle se trouve notre agriculture. Et ça montre aussi que nous, à la Confédération paysanne, nous dérangeons, puisque nos propositions politiques, elles demandent un changement systémique de l'économie, elles sont réelles. Elles pointent du doigt les vraies problématiques, les vrais problèmes dans toute cette agriculture. Elles pointent du doigt toute cette mafia qui peut y avoir, notamment à la tête de la FNSEA. On peut comparer avec les 350 tracteurs hier dans les rues de Paris ou pas? Est-ce qu'on peut comparer un petit peu le deux poids deux mesures qui vient de se passer ici? On était 30 à être en dehors des grilles. On se fait dégager Manu Militari. Ils étaient 350 tracteurs hier à la FNSEA pour une récupération politique de merde que si vous allez dans les campagnes, les agriculteurs ne demandent pas ce que la FNSEA a acquis hier. Et nous, on est là pour la DNC, on est là pour le Mercosur, on est là pour les injustices des versements de la PAC sur le territoire et sur les drômes. Et regardez comment on s'est fait dégager, nous paysans de la Confédération paysanne. Voilà à quoi on a le droit. Il va être grand temps. J'appelle tous les agriculteurs et agricultrices de France à se réveiller quant aux organisations syndicales et à qui les représentent dans les hautes sphères. Et on vous débriefera évidemment tout ça plus en détail dans le reste de nos émissions. Sans surprise, l'année passée figure parmi les plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle mondiale. Ce mercredi, le Service européen sur le changement climatique, Copernicus, a publié son rapport annuel sur l'état du climat. Selon ces données, l'année 2025 se classe au 3e rang des années les plus chaudes jamais enregistrées, à seulement 0,01 degrés Celsius derrière 2023. Le record reste détenu par 2024 avec un réchauffement de 1,60 degrés Celsius par rapport au 19e siècle. Les scientifiques rappellent que ce changement climatique provient principalement de l'activité humaine, en particulier aux émissions de gaz à effet de serre, et qu'il a été accentué par l'arrivée d'El Niño, une anomalie océanique naturelle et cyclique qui réchauffe le climat. Copernicus souligne que la température moyenne mondiale enregistrée l'an dernier est supérieure de 1,47 degrés Celsius à celle de l'ère pré-industrielle, un chiffre très proche du seuil de 1,5 degré fixé par les accords de Paris en 2015 comme limite à ne pas dépasser. Les climatologues précisent toutefois que ce seuil ne sera considéré officiellement franchi que s'il est observé sur une période plus longue. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, 175 000 Européens meurent chaque année des répercussions de la chaleur extrême. Les régions polaires ne sont pas non plus épargnées par ce réchauffement. L'Arctique et l'Antarctique ont connu des températures élevées et la banquise cumulée des deux régions a atteint un minimum historique en février dernier. Une fonte des glaces aggravée par le surtourisme dans la région. La multiplication des événements extrêmes illustre également l'accélération du changement climatique. Ouragans, violentes tempêtes, incendies de forêt, vagues de chaleur records. Samantha Bourgis, responsable climat à Copernicus, résume la situation par ces mots. Nous sommes entrés dans une séquence où chaque année, lorsque nous publions le bilan de l'année précédente, ce chiffre continuera d'augmenter. Ainsi, l'an dernier, nous disions que les 10 années les plus chaudes étaient les 10 plus récentes. Cette année, nous en sommes à 11. Je m'attends à ce que 2026 figure parmi les 12 années les plus chaudes.
On termine ce récap avec un point sur la situation au Groenland. Ce mercredi, le ministre de la Défense danois a annoncé que le Danemark allait renforcer sa présence militaire sur le territoire autonome tout en maintenant un dialogue continu avec l'OTAN pour renforcer la présence de l'Alliance en Arctique. Une annonce qui fait suite aux nouvelles pressions exercées par le président américain Donald Trump qui menace d'annexer le Groenland. Face à ces déclarations agressives, les autorités groenlandaises ont tenu à rappeler leur position. Si nous devons choisir entre le Danemark et les États-Unis, nous choisissons le Danemark. Une affirmation très vite balayée par le président américain. C'est son problème. C'est son problème. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas grand-chose sur lui. Mais ça va être un gros problème pour lui. Et Donald Trump a réitéré aujourd'hui ses menaces de prise de contrôle du Groenland sur son réseau social. Pour Trump, les États-Unis ont besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Tout autre scénario serait inacceptable, d'après ses mots. Si nous ne le faisons pas, la Russie ou la Chine le fera, poursuit-il. Et c'est dans ce contexte tendu que les ministres des Affaires étrangères danois et groenlandais ont été reçus aujourd'hui à la Maison-Blanche, ce mercredi. Ce matin, sur RTL, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a apporté son soutien au Groenland. Le Groenland ne veut ni être possédé, ni être gouverné, ni être intégré par les États-Unis. Le Groenland a fait le choix du Danemark, le choix de l'OTAN, le choix de l'Union. Par la suite, le ministre a réaffirmé la volonté de la France d'ouvrir un consulat au sein du pays dès le 6 février. C'est un signal politique qui s'associe à une volonté d'être plus présent au Groenland, y compris dans le domaine scientifique, résume Jean-Noël Barrot. Et merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez envie et la possibilité de nous donner un coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don sur notre site internet. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.